chouette, ça fait longtemps n'est-ce pas? Pour moi c'est la première vidéo que je tourne depuis mon retour. Certainement pour vous c'est au moins la deuxième si tout va bien. Et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est quand même fort en relation avec le début d'année. Comment commencer une nouvelle pratique en loisirs créatifs. Vous avez peut-être pris cette année la bonne résolution de commencer un nouveau loisir créatif et moi je suis ici pour vous dire comment bien le commencer, comment éviter les nombreux pièges qui risquent de tomber sur votre chemin et comment tout simplement réussir votre pratique. Il faut savoir que je suis une collectionneuse de loisirs créatifs, j'en pratique beaucoup et chaque année j'essaie d'apprendre de nouvelles choses. Aussi je suis également prof de couture donc j'ai assez l'habitude de voir certains schémas de personnes qui ont mal commencer leur pratique à cause de ces fameux nombres pièges dont je vais vous parler. Et comme ça m'ennuie du coup que les gens puissent commencer d'une mauvaise manière, je suis là pour vous aider. J'ai décomposé la vidéo en 3 grands axes. 1. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette vidéo? Et cette partie est importante pour comprendre le découlement ensuite. Vous allez voir. 2. Comment bien débuter? C'est tout le sujet de la vidéo. Et en troisième partie, et après. Parce que c'est bien beau de savoir pratiquer un loisir créatif, mais il y a quand même un après. Après avoir bien débuté, après avoir bien pratiqué, qu'est-ce qu'on fait pour toujours être top? On commence tout de suite avec la première partie qui est pourquoi je parle de ça. Il y a pas si longtemps, je suis tombée sur une story d'une personne que j'aime énormément qui voulait commencer sa pratique du crochet et du coup elle avait reçu un kit et elle a été un peu déconvenue de constater que le kit lui semblait pas suffisant, pas bien. Déjà elle a regardé plein de vidéos concernant les crochets à utiliser et elle s'est rendue compte que le crochet en bois du kit n'était pas un crochet facile à utiliser. Bon pour le coup je mettrai des petits guillemets parce que quand on est débutant le bois ça peut, selon moi en tout cas, être une bonne idée parce que c'est plus lent en fait tout simplement et ok ça accroche plus, ok parfois c'est plus compliqué quand on met trop de tension mais en même temps ça permet de pas glisser. Voilà, mais bref, c'est effectivement pas le crochet le plus pratique. Ensuite, elle a parlé de la méthode d'apprentissage qui était dans ce kit et elle l'a trouvé complètement insuffisant pour un débutant. Ce n'était pas du tout pédagogique. Donc dans ce cas-ci, comment faire? Et en prenant en photo son kit, donc avec la laine, elle a reçu un message privé de quelqu'un qui lui a dit « Ce n'est pas du tout une laine pour faire du crochet ». Et c'est là que j'ai tiqué et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo. Si vous pratiquez le crochet encore aujourd'hui, vous savez certainement qu'on peut faire du crochet avec quasiment tout. Aussi bien de la grosse laine, de la petite laine, que des rubans, que du plastique, que des nouilles si vous en avez envie, même si c'est périssable. Je veux dire, on peut faire du crochet avec n'importe quel fil. Et cette personne lui a dit que c'était donc pas la bonne pelote, que ce n'est pas du fil à crocheter, et c'était même pas un fil compliqué à crocheter, c'était une sorte de laine un peu épaisse et un tout petit peu fluffy, genre pas beaucoup, les traits fluffy sont compliqués quand on débute, mais là c'était vraiment très léger et la personne lui a dit ça. Évidemment, je suis intervenue pour expliquer que la personne se trompait et ça m'a rappelé mon expérience personnelle quand j'ai commencé le crochet. Je parlais avec une dame qui m'a dit que le crochet, ça ne se pratiquait pas du tout avec de la laine comme pour le tricot et qu'il fallait obligatoirement prendre ce genre de fil. Je l'ai encore, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et vous savez c'est quoi le problème dans ça? C'est que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas faux non plus. En fait, à une certaine période, on utilisait plutôt ce genre de fil. Alors, généralement blanc, parce qu'on se contentait généralement de faire des napperons, des choses comme ça. Donc ça, c'était le seul fil qu'on crochetait. Alors, je sais pas vraiment pourquoi c'est resté comme ça si longtemps, sachant qu'on sait que dans les années 60-70, il y avait beaucoup déjà de granny square, donc avec des fils beaucoup plus épais que ça. Mais du coup, ça devient beaucoup plus compliqué de débunker quelque chose qui n'est pas une fausse information, mais une information dépassée. Et c'est un autre immense danger en fait, quand tu commences une nouvelle pratique. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis prof de couture, alors j'en vois beaucoup des choses un petit peu étranges quand mes débutants viennent à mes cours. Des pratiques qu'ils ont appris de proches ou sur internet, leur conseillant des choses soit fausses, soit mauvaises, soit dépassées. Je pense notamment à ces choses qui viennent le plus souvent, qui sont par exemple, pour couper droit, il faut déchirer le tissu. Alors, c'est faux, ça fragilise le tissu et c'est une idée trop répandue. Pour le coup, on est tranquille parce que c'est juste une information complètement fausse. Et si tu pratiques un petit peu, tu te rendras compte à quel point ça ne fonctionne pas.
Autre chose que j'entends souvent, c'est qu'il faut pousser le tissu sur la machine pour qu'elle avance. C'est également faux. Aujourd'hui, les machines ont des entraînements en dessous, donc je ne sais pas si à l'époque il y avait déjà ces entraînements sous la machine ou pas. Je pense que ça dépend quelle machine, mais du coup c'est quand même une information qui est dépassée depuis des dizaines d'années. Troisième chose que j'entends souvent, on laisse du fil au début et à la fin pour faire des nœuds. Aujourd'hui sur la machine à coudre, on a la marche arrière qui permet de faire les nœuds pour éviter que ça s'enlève. Et là pour le coup, c'est une pratique qui fonctionne totalement de laisser des longueurs de fil, mais qui est complètement obsolète par rapport à notre matériel actuel. Bref, si je vous ai parlé de tout ça, c'est pour qu'on puisse remarquer ensemble 3 immenses pièges quand on commence une pratique. Numéro 1, la fausse information. Numéro 2, l'information pas pratique ou qui est dérivée d'une mauvaise habitude. Et numéro 3, l'information réelle mais dépassée. Et maintenant, je vais vous donner mes astuces pour comment bien débuter la pratique d'un nouveau loisir créatif. Mais avant toute chose, je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à commenter en me disant si cette vidéo vous a aidé à mieux pratiquer. Et évidemment, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On enchaîne. Je vais peut-être paraître un petit peu méchante là, tout de suite. Parce que je ne comprends pas pourquoi certaines personnes qui commencent une nouvelle pratique d'un loisir créatif ne se renseignent pas un maximum à ce sujet. Pour moi, ça fait toute la différence. Vraiment, je comprends l'excitation de commencer quelque chose de nouveau, mais vous avez besoin d'avoir au maximum vos ressources pour comprendre ce que vous voulez faire. Il faut que vous découvrez quel est le matériel de base, quel est le matériel essentiel, quel est le matériel non essentiel, quelles sont les pratiques de base. Sinon, ça va être compliqué. Je vous assure qu'une bonne préparation avant d'acheter le matériel fait toute la différence. Imaginons aujourd'hui, je veux commencer le micro-macramé. Qu'est-ce que je ferai? Eh bien d'abord, je vais regarder un maximum de chaînes qui parlent de micro-macramé pour mieux comprendre les choses. Je dis de chaînes, comme des chaînes YouTube, mais aussi des comptes Instagram, des comptes TikTok, Facebook, des groupes Facebook, pourquoi pas, pour essayer de comprendre un maximum de choses sur cette pratique. Déjà, est-ce que c'est adapté à moi? Est-ce que je sais vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça correspond au budget que je peux y investir? Etc. etc. Imaginons, je coche toutes ces cases. Vraiment, je ne connais pas du tout le micro-macramé, donc je ne saurais pas dire ce qu'il faut. Je vais donc commencer à acheter le matériel de base pour commencer ma pratique, même du matériel un peu low cost, généralement, ça dépend sur quoi. Quand on commence quelque chose, moi je préfère m'assurer que cette chose me plaît quand je la pratique avant d'acheter du bon matériel, du vraiment bon matériel. Après, chacun son budget évidemment. Donc je vais commencer à pratiquer. Et pour commencer à pratiquer, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien à nouveau, je vais regarder des tutos pour les techniques de base. Je ne vais pas regarder un tutoriel, je vais en regarder plusieurs. Parce que ce que dit personne A n'est pas forcément ce que dit personne B et ce sera peut-être la même chose que dit personne C. Donc j'aime regarder énormément de fois la même chose pour comprendre la meilleure manière pour moi de fonctionner. Parce que c'est pas parce qu'une personne fait les choses différemment que ce n'est pas correct. C'est juste qu'elle a trouvé sa façon de faire qui est peut-être plus simple pour elle. Et peut-être que vous serez plus proche de personnes comme ça plutôt que le courant actuel. Ou peut-être que pour vous, ce sera plus facile de suivre le courant actuel parce que c'est plus simple, je sais pas. Je rajoute ça parce qu'aujourd'hui j'ai eu un commentaire qui parlait de pratique de tricot et la personne disait que comme elle était gauchère, elle n'arrivait pas du tout à faire du tricot avec les tutos avec sa mère, sa grand-mère, je sais plus qui lui expliquait. Et en fait elle est tombée sur la méthode continentale qui est une autre manière de faire du tricot et qui lui correspondait vachement plus parce qu'elle était gauchère. C'est pas la méthode classique qu'on apprend, mais c'est la méthode qui lui a le plus fait comprendre sa pratique. Donc toujours regarder un tutoriel pour débuter, 2, 3, etc. Et vraiment s'inscrire dans l'idée que ce temps que vous apprenez n'est pas spécialement le temps où vous réalisez quelque chose, même si vous êtes en train de réaliser quelque chose. Je pense à un bijou en micro-macramé parce que j'ai pris cet exemple-là, mais c'est surtout du temps d'apprentissage. Vous avez pris ce temps pour vous instruire, pas vraiment pour créer quelque chose. Ce qui fait que peu importe le résultat du produit final, s'il est super, s'il est médiocre ou si vous n'y arrivez pas, eh bien finalement, vous aurez quand même dans tous les cas appris quelque chose. Il faut que lorsque vous faites votre pratique, vous comprenez et vous conscientisez ce que vous faites. Vous ne regardez pas bêtement le tutoriel pas à pas. Vraiment, vous réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi est-ce que là ça a fonctionné? Pourquoi est-ce que là ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je préfère pour m'améliorer? Tiens, si je regardais une vidéo sur telle chose, parce que là ça n'a pas fonctionné, peut-être que je trouverai un contenu qui en parle et qui m'aidera mieux dans ma pratique.
Le fait de conscientiser les choses, c'est comme ça que personnellement par exemple j'ai appris super facilement le crochet parce que je me suis butée pendant 6 heures à essayer de comprendre comment tenir le crochet, comment faire un jeté, comment s'entraîner, pratiquer pour réussir à faire ce que je voulais. Et bien sûr mes premières créations n'étaient pas top, mais elles avaient le mérite d'exister et surtout elles avaient le mérite de m'avoir appris de nouvelles choses. Il faut vraiment avoir envie d'apprendre et prendre le temps d'apprendre. Le temps d'apprentissage, c'est super précieux. C'est plus précieux que le résultat final quand on commence une nouvelle pratique. Ok, ce que vous avez fait est pas top, mais vous avez appris plein de choses et c'est vraiment l'essentiel de l'apprentissage de quelque chose. Et si c'est pas top, c'est normal, je vous rappelle que vous débutez. Aussi, n'hésitez pas à expérimenter plusieurs techniques parce que dans chaque pratique, on forge sa manière de créer. Et c'est important de picorer à droite et à gauche des informations pour réussir à forger ce que l'on fait. Je vous rappelle que dans le loisir créatif, il y a créatif et dans la création, eh bien, il y a l'art. Et l'art, c'est aussi de rajouter votre patte, votre envie, votre amour, vos couleurs, vos techniques à tout ça. Et même si vous entraînez à une technique qui n'existe pas, à une technique que vous avez envie d'expérimenter parce que vous avez dit tiens, je suis curieuse, je me demande qu'est-ce que ça donne si je fais ça comme ça. Je suis pas sûre que ça fonctionne, mais je veux essayer. Aussi, pour éviter donc certains dangers, comme je vous disais, regardez plusieurs vidéastes différents. Quand on veut faire la pratique via internet, je veux dire, encore une fois je dis vidéastes mais créateurs de contenu différents, mais aussi n'hésitez pas à regarder ceux qui sont les plus suivis. Souvent ils le sont pour une excellente raison. Aussi n'hésitez pas à regarder les commentaires en dessous des contenus pour voir si les gens ont quelque chose à dire. Souvent s'il y a quelque chose qui ne va pas, les gens ne se gênent pas pour l'expliquer. Donc n'hésitez pas à vraiment regarder ce qui vous plaît, à vraiment vous documenter. Ce travail de documentation est super important. Et il se peut que dans votre pratique, vous n'y arrivez pas grâce à internet. Genre, internet ne vous suffit pas à apprendre quelque chose. Moi je sais que c'est le cas avec le tricot. Je n'y arrive pas avec internet. Je ne sais pas pourquoi. J'ai réussi à monter mes mailles, je réussis à faire un point mousse, un point jersey. Et malgré des heures et des heures de pratique, c'est jamais top. Dans ce cas-là, personnellement, je pense que le mieux, ça va être que j'aille suivre un cours donné par une personne physique qui pourra vraiment m'aider dans mes gestes et dans ma pratique. Ne négligez pas le travail des professionnels et encore mieux si elles sont pédagogues. Parce que c'est bête hein, mais la pédagogie c'est pas pour tout le monde et c'est pas parce que quelqu'un sait pratiquer quelque chose qu'il sait enseigner cette même chose. Donc n'hésitez pas à regarder les cours autour de chez vous et aussi à regarder si vous avez des avis sur la pédagogie de la personne, encore une fois. Parce que certains se lancent sans savoir comment enseigner. Ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et on va ensuite enchaîner avec le et après. Parce que pour moi, c'est super important. Déjà, il faut toujours se remettre en question. Et oui, je sais, ça fait mal, mais il faut. Ce n'est pas parce que vous savez faire quelque chose que vous savez le faire dans les règles de l'art et qu'il n'y a pas une manière plus simple, plus efficace de la réaliser. Et c'est pas grave, il faut savoir se remettre en question et être curieux pour continuer la pratique. Aussi, les loisirs créatifs ne sont pas figés dans le temps. J'ai un petit peu poussé le trépied. Et il faut toujours se renseigner sur l'évolution de la pratique. Et pas rechigner à tester ces nouvelles techniques. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que je prends l'exemple de la couture parce que pour moi ça m'est beaucoup plus simple. Vous dites ouais mais un loisir aussi vieux que la couture, une pratique si vieille ne doit pas avoir d'évolution si récente. Vous vous rendez pas à quel point vous vous trompez. Ça va faire 14 ans que je fais de la couture et en 14 années il y a eu des révolutions de malades sur des petites choses mais qui rendent tout plus pratique. Les pinces en plastique là que pas mal d'entre nous utilisons n'existait pas quand j'ai commencé la couture. Aujourd'hui par exemple on ne bâtit quasiment plus, on utilise des épingles. Aujourd'hui les machines ont presque régulièrement un double entraînement, ont une boutonnière en un point, ont une aide à l'enfilage de l'aiguille. Ce sont des choses qu'on ne trouvait pas avant et même, c'est bête à dire mais moi je fais toujours faire le point de surfilage à mes débutants avec le point zigzag. Aujourd'hui il y a un point qui est beaucoup plus pratique sur la machine à coudre pour le faire et franchement je devrais m'y pencher à leur expliquer comment ça fonctionne. Parce que pour l'avoir utilisé, c'est très pratique. Et dans ce cas-là, c'est aussi à moi de faire la part des choses. Je me dis, le point zigzag, c'est le point qu'on enseigne généralement, mais est-ce que s'il n'est pas temps de changer cette pratique, est-ce que c'est intéressant de leur dire comment utiliser cette autre technique par rapport au matériel qu'ils ont chez eux? Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, c'est un travail très intéressant à faire. En conclusion, vous pouvez évidemment remettre également en question ce que je dis parce que c'est important de remettre en question les choses dans la pratique d'un art. J'espère sincèrement vous avoir aidé avec mes trucs, astuces et conseils de personnes
collectionnent les hobbies et qui enseignent en plus de ça. Je le répète, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez quelque chose à dire, une remarque ou si vous avez des astuces complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère vous retrouver beaucoup plus régulièrement cette année parce que pour moi, c'était refaire des vidéos ma bonne résolution. Et je pense que vous l'avez deviné. Je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous en êtes arrivé à ce moment-là pour ma reprise de YouTube, n'hésitez pas à mettre dans votre commentaire un petit cœur de n'importe quelle couleur pour que je sache quelle personne est arrivée jusqu'au bout de ma vidéo. Ça me ferait trop plaisir. Comme d'habitude, si vous me connaissez, vous savez à quel point ça me fait plaisir de voir qui va jusqu'au bout de mes longues vidéos. Moi, je vous embrasse, je vous aime fort 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 et je vous fais de gros bisous de citrouille.